du site d'information et de la web télévision Togo Vision. Justin, bonsoir. Dani, bonsoir. Bonsoir Voilà. à toutes et à tous. Voilà. Également sur ce plateau, nous avons un autre invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit d'Ibrahim Adjaï. Il est par contre, lui, le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Daniel. Voilà. Avec vous, chers invités, nous allons décrypter, comme je le disais en début d'émission, l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Mais nous allons nous appesantir dans un premier temps à la situation que traverse le Togo. Ça fait plusieurs mois que l'opposition, dans sa grande composante, est dans la rue pour manifester. Nous sommes actuellement faisons face actuellement à un statu quo qui ne dit pas son nom, Justin. Oui, effectivement, malheureusement, c'est le constat qui est fait. En réalité, depuis que cette crise est née, à partir du 19 août 2017, avec les manifestations du PNP à Lomé, à l'intérieur du pays, et très rapidement, donc, on a senti une volonté de la part des gouvernants d'aller très rapidement vers le dialogue. On se souvient également que c'est le chef de l'État togolais qui a mené les démarches avec ses pairs au niveau de la sous-région à ce que solution soit trouvée à la crise togolaise. Et ce que également les présidents du Ghana et de la Guinée ont eu à faire en son temps. Mais malheureusement, très rapidement, le pouvoir semblait reprendre la main. Et que les annonces. Elle avait perdu la main entre-temps. Oui, avec le soulèvement, le pouvoir a cru que c'était une révolution qui était partie, alors qu'en réalité, ce ne sont que des mouvements par rapport à tout ce qu'on a appris. Parce qu'en réalité, une révolution ne se décrète pas, puisque quand les gens projettent à manifester à Lomé et dans certaines villes du pays, je ne pense pas qu'il n'y a pas eu de ce moment-là un plan révolutionnaire qui concocté pour balayer le système, je ne le pense pas. Donc, le pouvoir, avec les mouvements, donc, on s'est dit que tel que les choses ont commencé, on va essayer de jouer avec le temps et pour voir si on peut reprendre la main. Vous avez également, on a la bonne souvenance que, au-delà du fait que les militaires sont sortis pour bastonner, les miliciens aussi les ont vus dans les rues. Le pouvoir a tenté même d'interdire les manifestations avant que la manifestation ne prenne d'autres tournures. Donc, avec la mobilisation et la détermination, on s'est rendu compte qu'on s'achemine vers véritablement un lendemain vraiment très difficile. Donc, la volonté de l'opposition dans un premier temps, c'est de discuter des conditions également éventuelles du départ du chef de l'État, surtout qu'aujourd'hui, la question qui est sur le tapis, c'est le retour à la constitution originelle, de sa version originelle de la constitution de 1992. Et lorsque vous prenez le deuxième alinéa de l'article 59 de cette constitution qui a dit en aucun cas il ne peut faire plus de deux mandats. Donc, sur ce point-là, le pouvoir aussi fait ses analyses et dit si éventuellement on doit ramener cette constitution de facto, ça va quand même être difficile pour le chef de l'État. Donc on joue sur le temps jusqu'au sommet d'Abuja et très rapidement, les mesures d'apaisement annoncées par le pouvoir et les conditions d'organisation de ce dialogue, très rapidement après le sommet d'Abuja. Et puis le pouvoir dit, mais on a un peu besoin de la facilitation, un peu besoin de médiation avec ce qu'on a eu à attendre. Mais aujourd'hui, avec les derniers développements, cette semaine, on s'est rendu compte que tout ce qui a été véhiculé, annoncé, proclamé sur les toits ne sont que des mensonges, des affabulations, et qu'en réalité, la situation semble donner d'autres ouvertures qu'on annonce dans les jours prochains. Ibrahim, je disais tantôt qu'on fait face à un statu quo. Je ne sais pas si vous avez l'impression que la situation est pareille. Bon, mais un statu quo, je dirais que ce n'est pas à proprement parler ce qu'il faut dire. D'autant plus qu'il y a quand même une certaine évolution dans la situation politique actuelle. Évolution en ce sens qu'il n'est pas plus qu'il y a de cela 3 jours, les leaders de l'opposition, notamment le groupe des 14, une délégation a rencontré le chef de l'État ghanéen, M. Akufo-Addo, qui était quand même au chevet du Togo dans les moments où il y avait quand même beaucoup de turbulences dans la situation socio-politique dans notre pays. La même délégation est allée voir Alpha Condé et ils ont discuté des mesures d'apaisement et notamment le chronogramme qu'il fallait quand même établir pour aller vers le dialogue. Ce qui voudrait dire que le dialogue, à proprement parler, va se tenir et selon les conclusions issues de ces différentes rencontres que l'opposition a eu avec ces deux chefs d'État. Et la date du 23 janvier a été annoncée comme devant connaître le début du dialogue au Togo. Et notamment, quand vous prenez un peu la situation au Togo aussi, vous allez voir qu'au niveau du camp présidentiel,
il y a en tout cas, il y a quand même des pas qui sont en train d'être avancés. Dans quel sens? Oui, dans le sens du dialogue, parce que quand j'ai suivi un peu les manifestations le 13 janvier passé, il a été question d'appeler le chef de l'État à mettre fin à la récréation, puisque du côté du camp au pouvoir, on estime que les situations que nous traversons maintenant, les troubles que nous avons connus, les manifestations de rue qui ont forcément des conséquences sur la situation. Est-ce que vous pensez que c'est une récréation, c'est une récréation que le Togo a connue, alors qu'une grande partie du peuple manifeste? Je ne fais que reprendre les propos du camp présidentiel. Et c'est ce qui dit que c'est la récréation. Donc le chef de l'État siffle la fin de cette récréation, mais pas de façon arbitraire, comme on aurait en tout cas est-ce que siffler la fin de la vu dans une école où le directeur de l'école vient, il siffle que bon, c'est la fin de la récréation et chacun retourne en classe. Mais il demande au chef de l'État, justement oui, il demande au chef de l'État de vite organiser le dialogue, soit aller vers le référendum pour mettre fin vraiment à cette crise qui dure, qui perdure. Donc voilà la situation dans le pays. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est le statu quo, mais nous pouvons dire qu'il y a quand même des actions qui sont menées, il y a quand même des initiatives qui sont prises de part et d'autre pour pouvoir sortir le pays de cette zone de turbulence. Voilà, effectivement, deux initiatives qui doivent être prises pour sortir le pays de la zone de turbulence, comme le disait tout à l'heure Ibrahim Atia, le dialogue d'une part, et de l'autre côté, nous avons le référendum. Le dialogue, dans quelles conditions iront-ils au dialogue? Parce qu'aujourd'hui, le parti présidentiel a annoncé une part, dans un premier temps, qu'il n'avait plus besoin de médiation. Parce que les Togolais étaient capables de résoudre ce problème. Non, c'est plutôt certains apparatchiks du pouvoir qui ont lâché cela. Sinon, de façon officielle, le gouvernement n'a pas dit qu'il n'y aura pas le dialogue. J'en veux pour preuve M. Klassou, le Premier ministre, qui a invité certains leaders de l'opposition et même du camp présidentiel et même certaines personnalités et ressources pour des consultations, pour voir le format qu'il faut donner au dialogue et éventuellement les sujets à aborder au cours de ce dialogue. Cette démarche n'a pas requis l'assentiment de l'opposition qui estime que le pouvoir faisant partie de cette crise ne pouvait pas en même temps être juge et arbitre. Bon, c'est en tout cas, je peux dire que ce point de vue de l'opposition est aussi à prendre en considération, d'autant plus que quand vous êtes en crise, le plus souvent, est-ce que quand par exemple on estime le ministre Bahara adresse une lettre à l'opposition, l'invitant au dialogue, c'est pas peut-être la position du pouvoir, c'est-à-dire quand la sortie médiatique qu'a fait entre-temps le gouvernement, ils ont demandé à l'opposition de venir au dialogue. Est-ce que ce sont eux qui ont ce pouvoir? Non, c'était bien. Ce n'était pas le dialogue qui démarrait, mais c'était des consultations. Voilà. Il fallait, en vue d'un dialogue. Voilà, en vue d'un dialogue. Donc il fallait quand même connaître le cadre, connaître un peu les desiderata de l'opposition, connaître aussi le format qu'il faut donner. Est-ce que le dialogue va se tenir ici à Lomé ou bien ils vont se transporter, comme ce fut le cas en 2006 où il y avait une délégation de l'opposition et même du pouvoir et de la société civile qui s'était rendue à Ouaga pour rencontrer le facilitateur Blaise Compaoré. Bon, moi je pense que c'était important quand même de déblayer le terrain, de voir dans quelle mesure ce dialogue allait se tenir et éventuellement voir comment chacun appréhende ce dialogue. Puisque c'est un dialogue que les Togolais considèrent comme un dialogue de dernière chance et il fallait tout faire pour réussir ce dialogue et sortir définitivement de cette zone de turbulence comme je le qualifie et aussi solder le plus tôt possible le problème de réforme constitutionnelle et institutionnelle qui constitue vraiment la pomme de discorde dans le pays. Voilà, justement, il y a un flou tout autour même de l'organisation de ce dialogue. On ne sait pas dans quelles conditions il faut aller au dialogue. Est-ce qu'on aura un médiateur? Est-ce qu'on aura un facilitateur? Est-ce que peut-être ce sont les Togolais qui vont se mettre ensemble pour sortir de cette crise-là? Non, moi je pense plutôt qu'aujourd'hui le schéma est clair, parce que surtout avec la dernière invite des présidents guinéens, Alpha Condé, président d'exercice de l'UA, et du président ghanéen, Nana Addo Akufo, donc ça se clarifie à présent. C'est là où moi je disais tantôt que lorsque la délégation togolaise qui s'était rendue à Abuja au cours du sommet de la CEDEAO est rentrée, très rapidement on a eu à entendre le ministre Bahara sur une chaîne de la place et qui a fait des développements et qu'aujourd'hui c'est comme si le problème va se régler à l'interne, donc entre Togolais. Surtout qu'on estimait qu'aujourd'hui on a repris la main et que le pouvoir togolais n'a pas besoin forcément de l'extérieur pour que la crise soit réglée. Maintenant, les choses se clarifient. Et quand vous écoutez le président
Alpha Condé, donc en début de semaine, lorsqu'il a reçu la délégation de la coalition à Conakry, et il a laissé entendre que les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, sont tellement préoccupés par rapport à ce qui se passe dans le pays. Donc il va falloir très rapidement trouver une solution et que les acteurs puissent quand même s'asseoir et discuter. Et c'est dans ce sens qu'il a annoncé même la date, si éventuelle, de... Croyez-vous à la sincérité de ce dialogue? Non, moi, le problème aujourd'hui, aller au dialogue ou ne pas aller au dialogue, la question ou la problématique aujourd'hui, c'est d'analyser un tout petit peu la situation du Togo. C'est parce que si depuis lors nous sommes encore à ce stade, c'est parce que le Togo a connu énormément de dialogues, mais la mise en application des recommandations issues de ces négociations, de ces dialogues-là, qui pose problème, notamment au niveau des gouvernants qui ne veulent pas intégrer en leur sein le principe même de la démocratie qui suppose qu'à un moment donné, il faut mettre en œuvre le pouvoir d'État, organiser des élections présidentielles pour que les populations, le peuple, puissent véritablement faire le choix idéal. Maintenant, on ne veut pas intégrer un certain nombre de principes, notamment sur la réforme depuis la signature de l'accord politique global le 20 août 2006 jusqu'à ce jour, 12 ans ou 13 ans aujourd'hui, pour la simple raison que, quelque part, on ne veut pas céder. Et c'est ce qui fait que même dans l'opinion, les gens ne croient pas sincèrement, enfin, les gens ne croient pas à la sincérité même du pouvoir par rapport à ce dialogue. Et on estime que c'est un faux fuyant, donc c'est une duplicité de la part du pouvoir. Et ça s'est également fait sentir. Parce que vous ne pouvez pas dire que voilà, nous sommes prêts pour aller discuter avec vous, et au même moment, on commence par arrêter vos militants et tasser certains de djihadistes, alors qu'une formation politique qui s'est légalement constituée auprès des autorités, aujourd'hui, on fait marche arrière, on dit non, c'est un mouvement djihadiste, au départ, on croyait que c'était un parti politique, on a tué des militaires, on a égorgé les militaires, on a laissé les... C'est des tas de choses, en réalité, que le pouvoir voudrait miroiter à l'endroit de la communauté internationale pour faire croire qu'en réalité, le pouvoir qui est à l'interne, c'est le mouvement djihadiste, en quelque sorte, comme les ministres ont eu à le clamer sur les toits, et que malheureusement, ou bien heureusement, ça n'a pas marché. Et vous comprenez, en fait de cette semaine, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Et il a estimé aussi la vive préoccupation des États-Unis. Il a demandé à ce que les acteurs politiques puissent aller vers le dialogue. Parce qu'on pensait que le pouvoir pensait que tout ce qu'il avait avancé dans son temps, même dans son mémo, aux organisations, aux organismes, comme quoi, voilà la situation. Ce n'était que du pipeau. Ce n'était que de pur mensonge de la part d'un pouvoir. Maintenant, le constat qui est sur le terrain aujourd'hui, le pouvoir togolais, le veut ou non, forcément, il va dialoguer. Le pouvoir togolais, le veut ou non, il va accepter les revendications, enfin, les mesures d'apaisement posées par la coalition. Parce que quand les gens sont encore dans la rue, vous avez vu encore hier, donc des milliers de personnes, des femmes ont encore marché. Donc c'est autant d'éléments qui démontrent à suffisance qu'aujourd'hui, le pouvoir doit au mur. Maintenant, je pense que le pouvoir doit jouer à l'apaisement, en appelant sincèrement à la sincérité, discuter de tous les points. Surtout que quand on entend certains ministres estimer que on peut aller au dialogue, discuter de tout, mais sauf la question qui concerne le départ du chef de l'État. Moi, je pense que c'est le faux fuyant. Donc, si c'est tant qu'on ne peut pas aller discuter des questions qui concernent l'avenir de la nation, qui concernent le départ de Faure Gnassingbé, qui est aujourd'hui à son troisième mandat, son papa en a fait 38. Moi, je pense que dans ces conditions-là, je ne pense pas qu'il faille encore y aller. Mais il va falloir que le pouvoir puisse sincèrement jouer son rôle et pour qu'on puisse quand même aller vers l'apaisement et relancer le pays qui a trop souffert dans cette situation-là. Réaction, Ibrahim? Non, mais pour dire que ce qui se passe actuellement préoccupe tous les Togolais, parce que la situation n'est pas assez rose pour permettre le développement du pays et permettre l'épanouissement des Togolais. Et donc, c'était important quand même que les acteurs politiques se retrouvent rapidement autour d'une table, discuter entre Togolais, se faire confiance et relancer l'appareil de production dans notre pays, parce qu'il ne sert à rien que l'opposition, d'un côté, ne puisse pas faire confiance à ceux qui sont actuellement en train de régenter le pays. Et lorsqu'il y a un petit problème, on préfère prendre l'avion, prendre la voiture, aller vers le voisin ou bien vers une autre personne, aller raconter tout ce que l'on a comme appréhension par rapport à ce qui se fait dans son pays. On ne fait plus confiance à son frère et du côté du pouvoir aussi, on ne voudrait pas aussi discuter directement avec l'opposition. On passe par des faux fuyants, on passe par des attaques, des pics sur les antennes pour, d'une manière ou d'une autre, entretenir la situation de crise que nous vivons dans notre pays. Je pense que ce sont des situations qui ne nous amènent pas quand même à aller de l'avant. Aujourd'hui, le défi qui s'impose au pays, c'est le défi
d'abord de développement, parce que quand vous prenez un peu la situation dans le pays, ce n'est pas à proprement parler assez reluisante pour amener les Togolais à être fiers de ce qui se fait dans leur pays. Quand vous prenez un peu le Bénin, vous prenez le Ghana, vous prenez le Burkina Faso, vous voyez que c'est des États où on sent un certain dynamisme économique, un certain dynamisme au niveau de la jeunesse qui veut aller vers, en tout cas la production, qui veut aller vers les startups et inventer beaucoup de choses pour hisser leur pays dans le concert des nations assez, en tout cas dynamiques sur le continent. Donc nous voulons qu'au Togo, que les acteurs politiques taisent un peu leur ego, voient un peu l'intérêt général et œuvrent pour que le pays se positionne. Il y a l'autre aspect que je voulais évoquer, c'est la posture dans laquelle tous les deux camps, en tout cas, se positionnent aujourd'hui. Quand vous prenez le parti au pouvoir, ils ont le sentiment que c'est eux qui dirigent, ils ont toute la force, ils ont vraiment l'assurance que, en tout cas, sur le plan déstabilisation, ils ne seront pas inquiétés parce qu'ils ont une armée assez solide, une armée assez structurée et disciplinée et vouée à leur cause. Et du côté de l'opposition, on pense aussi, à tort ou à raison, qu'on a la rue, on peut mobiliser la rue, on peut vraiment, par la rue, créer des situations assez inquiétantes au pouvoir. Et quand vous êtes dans de telles postures et chacun pense que quand nous irons au dialogue, nous ferons tout pour sortir vainqueurs, je pense qu'on fausse d'abord déjà les bases de ce dialogue. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller à un dialogue et sortir victorieux ou bien sortir vaincu. Il s'agit d'aller discuter du pays et mettre en place en tout cas des mécanismes pour que la situation au Togo se normalise et pour que l'avenir soit à proprement parler libéré. Aujourd'hui, c'est que l'avenir n'est pas libéré. Les jeunes Togolais ne se retrouvent pas. Chacun se dit, mais de quoi sera fait l'avenir? Parce que la politique ne marche pas. Et quand vous avez des acteurs politiques qui n'œuvrent pas pour l'intérêt général, des acteurs politiques qui se cramponnent sur des intérêts, en tout cas que je dirais individuels, vous voyez donc que la majorité des Togolais ne trouvent pas son compte et au finish, c'est le désespoir et c'est ça qui amène les jeunes Togolais ou la jeunesse en général. Quand vous prenez un peu ce qui se passe sur le continent, dans les pays où l'avenir est embrigadé, l'avenir n'est pas libéré, les jeunes sont obligés de prendre la mer et vous voyez les conséquences que ça entraîne au niveau de la Méditerranée et aussi les migrants. Et ce que nous voyons sur les reportages de CNN ou bien des reportages faits par certains confrères, la situation grave et la situation vraiment est très préoccupante dans laquelle ces migrants sont. Donc aujourd'hui, il s'agit de tout faire en tant que Togolais, de se parler, de se regarder, de mettre sur la table des discussions les sujets préoccupant et il ne faut pas avoir peur des sujets. Il faut discuter clairement. C'est possible parce que déjà quand on prend la position du gouvernement, il nous parle de référendum. Le référendum se prépare activement. Oui, mais le référendum, c'est un processus. Vous savez que c'est à l'issue d'un vote au Parlement que cela a ouvert la voie vraiment au référendum. Mais la question qui se pose actuellement, est-ce que dans l'état actuel, est-ce que nous pouvons aller à ce référendum? Il faut voir un peu les divisions au niveau des familles, les divisions au niveau de la société, le tissu social qui est vraiment en lambeaux. Même certaines familles qui, jadis, on disait une famille vraiment unie et autres, là, aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a des gens même qui sont... c'est impossible même que les membres de la famille se retrouvent pour discuter parce qu'ils se voient en champ de faïence, ils ne peuvent même pas discuter. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut aller à un référendum? C'est la question que moi je me pose. Et l'autre aspect aussi, c'est que c'est sur la base de quels tests nous irons à ce référendum? Est-ce que c'est les 3 articles modifiés au niveau de l'Assemblée nationale qui vont nous amener, en tout cas qui nous amènera au référendum? Et vous voyez, un référendum, ça a un coût, c'est des milliards aujourd'hui avec l'état de nos hôpitaux, l'état des écoles et autres. Est-ce qu'on ne peut pas faire économie de ce référendum et prendre cet argent, investir ça dans le côté social, investir ça pour la promotion de la jeunesse, pour la promotion des activités au niveau des femmes, pour une certaine autonomisation des femmes? Moi, je pense qu'il faudrait essayer de faire l'équilibre entre ces deux positions et aussi au niveau du gouvernement qu'on sache que c'est important, moi à mon avis, de sauver les hommes que de sauver un test. Parce que ici, on veut privilégier le test et le test là ne raconte pas l'assentiment de tous les Togolais. C'est pourquoi il est important d'aller vers le dialogue. Je pense qu'à la suite du dialogue, si on sort avec des résolutions, on sort avec un consensus et on trouve nécessaire de mettre entre parenthèses le référendum qui est déjà enclenché,
Ça serait bien peut-être pour notre pays. Mais dans le cas contraire, on ne va pas continuer, on ne va pas rester continuellement sur ce débat de réforme constitutionnelle. Je pense qu'à un moment donné, le chef de l'État ou bien le gouvernement togolais doit prendre aussi ses responsabilités pour que cela arrive. Quand on analyse un peu la démarche du pouvoir, on a l'impression qu'elle n'est pas pour le dialogue. Hein. C'est ce que le référendum. C'est ce que je faisais observer tout à l'heure. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas chercher à avoir une chose et son contraire à la fois. Voilà. Quand vous estimez que l'heure est grave en tant que gouvernant, qu'il faut aller vers des discussions, le dialogue, pour trouver une porte de sortie honorable, je pense qu'il faut forcément se camper sur cette position-là. Voilà. Mais quand vous dites que nous voulons aller au dialogue, discuter des questions qui n'ont pas été complètement vidées dans l'accord politique global, dans les recommandations de l'accord politique global, et qu'au même moment, vous préconisez d'aller vers le référendum. Mais je fais également observer que le référendum, c'est une élection. Quand vous scrutez un tout petit peu les recommandations de l'UF, de l'Union africaine, dans les dernières élections que nous avions connues, mais il a été question de revoir le fichier électoral. Voilà. Il a été question de revoir le découpage électoral. Il a été question maintenant de revoir les institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections au Togo. On va aller au référendum avec quel cours constitutionnel? Avec quel CENI? C'est dans ce pays que même le ministre de l'administration territoriale a pris l'initiative de rencontrer, d'échanger avec les politiques sur l'initiative, sur l'idée d'aller vers une série technique. Et on a eu également démontré qu'en réalité, ce n'est pas la technicité même de la CENI qui pose problème. Mais ce sont là les valeurs qui incarnent l'institution, la CENI, et le rôle qui leur est confié et dévolu. Maintenant, sur cette base-là, si on n'arrive pas à laisser les coudées franches à ceux-là qui sont au niveau de la CENI de travailler, et que l'objectif, lorsqu'on est à la CENI, c'est de frauder les élections, c'est d'organiser une parodie d'élections et au finish, proclamer celui qui n'a pas gagné comme vainqueur. On a vu le dernier feuilleton ou les dernières images de ce que cela a montré lors de la présidentielle de 2015 entre le président et son vice. Donc, c'est autant d'éléments qui entrent en jeu aujourd'hui. Donc, c'est là, moi, je dis qu'au même moment, le pouvoir parle du dialogue, on brandit la menace, on dit qu'on va aller vers le référendum. Mais c'est le coup de force, c'est sur la base du coup de force. Dans un pays sérieux, sincèrement, je donne l'exemple du Mali. Lorsqu'il était question de modifier la constitution, le président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris l'initiative. Donc, le débat est lancé dans l'opinion. Et les intellectuels, les universités, les vrais, excusez-moi l'expression, mais laissez-moi m'exprimer ainsi, permettez. Et ils se sont prononcés pour voir si on arrive à modifier tel test, si on arrive à donner tel test à la nation, est-ce que ça va aider notre pays, le Mali, à aller de l'avant? La société civile a pris position. Et le président a compris qu'en réalité, l'idée qui est derrière cette modification n'est pas acceptée par tous. Donc, la conséquence, il faut faire marche arrière. On a constaté ça. Ici, ceux qui doivent aider le Togo à aller de l'avant, l'élite togolaise, notamment les universitaires, les fameux universitaires togolais, ont pris position pour soutenir quand? Pour démontrer par A plus B qu'on ne peut pas faire le retour à la constitution de la version originale de la constitution togolaise. Alors qu'il y a aussi en droit ce qu'on appelle l'abrogation de la loi. Ce n'est pas les tests, on a modifié un test à un moment donné, et quand il s'agit maintenant de ramener les tests, on abroge l'ancien test, on ramène les nouveaux. Ça, on peut y aller, on n'a pas besoin d'aller forcément par le référendum. Ce que veut laisser le chef de l'État togolais, puisque la Constitution lui donne le pouvoir, s'il a le droit, s'il a la volonté, il peut ramener la Constitution de 1992. Donc si les parlementaires sont là, c'est parce que même... Est-ce que la Constitution de 92, c'est l'idéal? Non, c'est ce qui est fondamental, parce que j'ai eu à suivre également ces universités au cours de leur collègue. Parce qu'ils disaient que bon, ça a été expérimenté, je crois 25 ans, ou que, mais après... que la donne a changé aujourd'hui. Mais quand vous analysez la situation du Togo, je me rappelle cette Constitution de 92, moi j'ai eu la chance de la parcourir, de la voter, de la parcourir. Oui, voilà. J'ai même eu une copie partout. Je passe, moi, je jette coup d'œil là-dessus, je lis les articles. J'ai voté ça, non seulement que j'ai eu à participer à ce référendum, j'ai voté pour. Parce qu'en son temps, on a vu comment est-ce que le travail a été fait. D'accord? Contrairement à ce que les gens racontent aujourd'hui, qu'il y a seulement un seul camp qui a rédigé une constitution contre une seule personne, il y a des mains en son temps. Non. Mais quand vous revisitez l'histoire, vous allez comprendre qu'à un moment donné, lorsque la constitution a été rédigée, effectivement, il y a des dispositions contenues dans la Constitution qui ne donnaient pas droit à Yadema de se présenter. Parce qu'en tant qu'militaire, il ne voudrait pas démissionner de l'armée. Il a toujours sa résidence au niveau du camp. Et ce qui est antinomique par rapport à une vie démocratique dans une république.
Donc il a demandé de passer par tous les moyens ce que tout ça soit corrigé. Et c'est après qu'il a donné son onction, il a appelé à voter pour cette constitution. Et cette constitution a été votée à plus de 97%. Mais contrairement à ce que les gens racontent que c'était voté pour un camp contre l'autre, c'est faux. Ce ne sont que des affabulations. Voilà. Il faut restituer l'histoire véritablement. Voilà. Mais ce qui me fait moi mal, des gens qui sont des intellos, qui estiment être des constitutionnalistes dans ce pays, ils n'arrivent pas à dire la vérité, ils n'arrivent pas à donner l'orientation qu'il faut à notre pays, le Togo. Et aujourd'hui, tout le monde craint. Quand vous interrogez les gens, attention, on ne sait pas ce que demain sera fait. Hein. On sait parce qu'il y a une peur qui est sur le pays aujourd'hui. C'est parce que ceux-là qui sont des intellectuels, des universitaires, l'élite togolaise doit avoir l'amabilité de dire la vérité à un moment donné. Parce que s'il y a une famille qui est au pouvoir... Elle ne dit pas la vérité. Non, moi, à mon avis. Parce qu'au-delà de cette majorité, ceux-là qu'on considère aujourd'hui la plus grande partie, chacun veut préserver son pain pour dire qu'en réalité, on ne peut plus revenir à cette constitution, alors qu'il y a des dispositions qui sont réelles en matière juridique qui permettent de revenir à cette constitution. Okay. Maintenant, si la question du départ de Faure Gnassingbé ou non, je pense que c'est un débat politique. Là, on peut aller également à discuter. Voilà. Mais faire une confusion des questions politiques par rapport à des questions juridiques, moi je pense qu'à partir de ce moment-là, on est en train de tromper le peuple. Ibrahim, la principale revendication de l'opposition, c'est le retour à la constitution de 92. Et je disais tantôt, beaucoup l'interprètent à la faveur. C'est l'impression que vous avez également? Bon, mais je dirais que chacun prêche pour sa chapelle. Quand vous prenez un peu, il y a eu ce débat avait occasionné la sortie de deux éminents chercheurs, enseignants chercheurs de l'université et qui se disaient spécialistes de la question, en tout cas de la question, de la question, et c'était des constitutionnalistes. Bon, d'accord, et chacun avait développé une série de réflexions autour de la chose, et chacun avait avancé son argument. Et quand vous prenez un peu les arguments avancés, on comprend aisément que selon, en tout cas, la tendance épousée par ces intellectuels, et la réflexion aussi reflétait un peu leur engagement politique, parce que quand vous prenez du côté de, en tout cas je ne veux pas les nommer, du côté d'un éminent chercheur qui a développé que revenir à la constitution de 92 c'est une aberration et que cela ne pouvait pas se faire, et que quand on parle même de la rétroactivité, cela ne se fait pas, en tout cas avec des lois constitutionnelles, cela se fait plutôt avec des lois douces. De l'autre côté, on dit que non, et c'est possible aussi d'aller vers la rétroactivité, et que quand on veut parler même de la Constitution, celle de 92 était, en tout cas l'idéal, c'était un pacte scellé par la population. Ce pacte-là a été violé par une autre catégorie des citoyens à un moment donné, et qu'aujourd'hui, la Constitution que nous traînons, ce n'est pas à proprement parler celle qui reflète en tout cas l'opinion générale. Et donc il fallait quand même retourner vers le pacte du départ et voir éventuellement maintenant ce qu'il y a lieu de parfaire. Vous voyez que c'est des acrobaties que chacun essaie de faire pour pouvoir justifier sa position. Mais l'intérêt général n'est pas privilégié. L'intérêt général est privilégié peut-être à des niveaux donnés. Chacun estime qu'ils sont en train de travailler pour que le Togo puisse clore définitivement son problème de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Mais ce que moi je remarque, c'est que cela en rajoute à la confusion générale. Voilà. Et donc voilà pourquoi certains estiment qu'il faudrait s'entendre sur un test actuellement, c'est-à-dire aller vers un dialogue, sortir avec des tests constitutionnels assez représentatifs de l'opinion nationale et le soumettre maintenant au référendum. Parce qu'actuellement, quand vous prenez l'opposition n'est pas contre le référendum, puisque c'est une voie constitutionnelle. Non, mais seulement, pas contre le référendum. Il s'oppose parce que, compte tenu dans la façon de faire, voilà. L'opposition n'est pas contre le référendum, parce que l'opposition, sachant pertinemment que le référendum est une voie je peux dire légale, voilà. Et dictée par la constitution togolaise. Voilà. Mais seulement, c'est quel test l'on va soumettre à ce référendum. C'est là le problème. Au fait, si c'est ce que les députés de la majorité ont voté à l'Assemblée nationale aux 2/3 et qui a ouvert la porte au référendum, je pense que l'opposition n'est pas d'accord sur ces tests. Mais si on va
à un dialogue et l'opposition et le parti au pouvoir et la société civile s'asseyaient et dégageaient un consensus au cours de ce dialogue et sortaient avec des tests, en tout cas un test assez convaincant, un test qui reflète un peu les standards démocratiques et en matière de droits de l'homme et autres, là je pense que si on soumet ça au peuple pour trancher définitivement, l'opposition ne trouverait pas à redire, à mon avis. J'aimerais quand même qu'on arrive à éclaircir ce certain nombre de choses. Lorsqu'il est question d'appeler le peuple à se prononcer sur un test ou des tests de la République, notamment en matière constitutionnelle, il y a ce qu'on appelle la constituante. Et ceux qui sont spécialistes à la matière se retrouvent, ils rédigent un projet de constitution et qu'on ouvre le débat là-dessus, et par après, on appelle le peuple à se prononcer. Après que la constituante qui a eu à travailler sur des tests ou des propositions de tests donnés, le peuple maintenant est appelé à se prononcer. Et bien avant que le peuple ne se prononce, comme je venais de le dire, donc c'est une élection. Il y a d'abord la campagne autour. Il y a ceux-là qui sont qui demandent à la population d'aller voter pour. Il y a d'autres qui trouvent des incongruités, des incohérences dans le test ou dans la constitution proposée qui appellent à voter contre. C'est après qu'il y ait débat autour. Et non seulement ces éléments-là, il faut qu'il y ait un fichier. Quand on parle des élections, il faut qu'il y ait un fichier. On va aller à une élection aujourd'hui au Togo avec quel fichier électoral. Mais il faut une institution qui doit, à l'issue de ce scrutin-là, puisse se prononcer. S'il y a contentieux électoral, il y a une institution qui est réservée, qui est habilitée à se prononcer. Mais si l'institution qui est habilitée à se prononcer déjà à son camp, et que le fichier est corrompu, et qu'au même moment où vous appelez à aller à une élection, et au même moment, lorsque le projet de test du gouvernement a été envoyé au Parlement, et la loi donne l'obligation aux parlementaires de faire des amendements, des observations sur le test, et au même moment que l'opposition parlementaire a mené cette démarche, on a refusé. Mais je pense qu'on est dans une logique de la dictature qui ne dit pas son nom. On compte sur les gens, on compte sur l'armée, comme Ibrahim vient de le dire, parce qu'on a la force de son côté, alors qu'en réalité, la souveraineté appartient au peuple. Maintenant, on peut estimer que chacun a son peuple. Mais quand moi je vois des milliers de Togolais, des populations un peu partout sur le territoire, et contrairement à ce qui est organisé par un camp, et après on distribue de l'argent. Mais moi je ne peux pas comparer tout ça. Mais il va falloir qu'on joue le franc jeu. Puisque c'est l'avenir du Togo qui est en jeu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire tout autour? Aller au dialogue, discuter des questions d'intérêt national, ou bien aller au référendum. Mais je pense que sur la piste du référendum, là, personne ne peut jamais l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, les contentieux qui concernent même les élections au Togo ne sont même pas encore réglés. Et c'est contenu dans l'accord politique global au niveau des réformes institutionnelles. Maintenant, si le problème de la Constitution qui est là, on demande de ramener ou de limiter le mandat, et que, éventuellement, si on ramène l'article 59 de la Constitution dans sa version originelle, le premier alinéa, le second alinéa qui dit en aucun cas ne peut faire plus de deux mandats, qui est une question non seulement juridique pour poser le garde-fou, mais au même moment qui est une question politique. Je pense que si Sport Classique estime aujourd'hui que je suis dans mon 3e mandat, mais à la fin de mon mandat, je pense que mon papa en a fait 38, je fais 15 et je comprends que lui ne peut pas plus de 2 mandats, j'ai fait 3 mandats. Merci le peuple togolais et je me retire. Je pense que ça peut aussi jouer sur l'apaisement. Mais si on s'inscrit dans la logique qu'on peut aller à un dialogue, parler de tout, sauf mon départ, c'est parce que mon papa m'avait dit que ne jamais laisser le pouvoir, je pense que le pouvoir se trompe parce que les données ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Vous savez, la politique, c'est une question de réalisme. Et je voudrais quand même que les acteurs politiques aient dans leur vision, dans leur façon de faire, un certain réalisme. Vous savez, quand on parle de référendum, c'est parce qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Et sur le plan constitutionnel, c'est légal. Et lorsqu'il y a eu les 2/3, cela a ouvert la voie vraiment à un référendum. Mais si nous estimons dans le pays, puisque quoi qu'on dise aussi en démocratie, il y a aussi le diktat de la majorité sur la minorité. Et donc si certains estiment que le test qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale ne peut pas être le test sur, en tout cas, la base de laquelle nous devons aller à un référendum, je pense qu'il y a quand même des passerelles assez politiques, comme le disait Justin Anani. Les acteurs politiques vont se retrouver et voir éventuellement ce qu'il y a de faire. Comme il parlait des constituants, je pense que si
les acteurs politiques se retrouvent à la suite d'un dialogue, on sort avec un consensus, je pense que l'État va réquisitionner certaines personnes pour rédiger un texte constitutionnel consensuel qu'on va soumettre au peuple. Et ça aussi, c'est faisable. Mais l'autre aspect aussi, c'est que il ne faut pas aujourd'hui voir le camp au pouvoir comme ayant duré éternellement. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Non, je dis c'est une réalité. Mais quand je parle de réalisme, c'est que il faudrait aussi se placer dans une, je vais dire dans une optique de légalisme et de légalité. Légalité en ce sens que M. Faure Gnassingbé fait son troisième mandat actuellement, pas parce qu'il a forcé les textes constitutionnels, mais parce que c'est la Constitution qui lui autorisait cela. C'est la Constitution qui autorisait à ce que M. Faure Gnassingbé aille au-delà des 2 mandats que l'ensemble des Togolais avaient voulu. Vous comprenez? Et bon, aujourd'hui, il est dans son 3e mandat. Donc, si les acteurs togolais, ou bien si le Togo se dote d'une loi constitutionnelle qui limite les mandats, et le bout de phrase là, en aucun cas, nous ne peut faire 2 mandats, y figurait, je pense que les acteurs politiques verront ce qu'il y a lieu de faire, quelles conclusions tirer de ce bout de phrase, et éventuellement, il reviendra aussi à la Cour constitutionnelle de se prononcer, parce que, quoi qu'on dise, ce n'est pas la population qui ira juger de la recevabilité ou non de la candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020, mais c'est la Cour constitutionnelle, cette instance républicaine et souveraine qui va trancher là-dessus. C'est un autre débat, mais pour le moment, c'est elle que nous avons, et donc nous devons faire avec, ou bien si au cours du dialogue, il y avait aussi cette question qui revenait, notamment la composition de la HAC et des institutions de la République, s'il y a un débat de fond et on juge qu'il faut revoir la composition de ces instances, je pense que les acteurs politiques verront ce qu'il y a lieu de faire. Mais en attendant, pour être en adéquation avec les tests que nous avons, il faut faire remarquer que la candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020, pour l'instant, ne pose pas de problème. Il revient à la Cour constitutionnelle de trancher. Mais si nous allons rapidement une nouvelle constitution, ça aussi, nous en aviserons et au moment opportun, nous ferons le débat aussi qui c'est par rapport à cette nouvelle disposition. Oui, c'est intéressant parce que ça m'amène peut-être à faire certains rapprochements. Parce que j'ai l'habitude où généralement j'écoute les gens dire que Faure Gnassingbé, le chef de l'État, hérité d'une constitution qui en réalité n'a pas modifié, n'a pas fait ceci. Ça m'amène peut-être à retourner un peu dans l'histoire. Je me rappelle en 1998, à l'issue de la présidentielle, à l'époque, c'est M. Jékris Selepio qui gagnait les élections. Officiellement. C'est M. Jékris qui gagnait les élections. Et que... Non, officiellement, ce ne sont pas les résultats qui sont sortis. J'en viens. Et que la commission électorale nationale à l'époque, puisque ce n'était pas une commission électorale indépendante, travaillait en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur à l'époque était le général Seyi Memel. Et à l'issue du scrutin, il était question, et dont la présidente de cette commission à l'époque était Mme Awa Nana Daboya. Et la situation qui a prévalu à l'époque n'a pas permis à Mme Awa Nana, puisque j'ai eu à lui poser la question au cours d'une conférence, vous vous rappelez, et elle nous a répondu. Et au finish, le coup de force a été perpétré, en violation même des tests de cette commission électorale nationale. Donc, en lieu et place de Mme Awa Nana, qu'on a obligé à fuir, ou je ne sais pas comment c'est passé, c'est le général Seyi Memel qui a proclamé le général président. Ce qui n'était pas normal. Ce qui n'était pas normal. Je parle de la violation des tests. Il y a des mains rempilées pour la seconde fois. Ce qui veut dire qu'avec la Constitution de 92 votée, plébiscitée par le peuple togolais, en 2003, il allait vider le plancher, céder la place à quelqu'un d'autre. D'où est née une crise qui a conduit à la cocarde de Lomé. Avec tout ce qui s'est passé avec l'adoption de la cocarde de Lomé, le président français, l'ex-président français Jacques Chirac était arrivé ici à Lomé. Les échanges avec les acteurs politiques, avec la classe politique, et tout, à l'issue de cet accord cadre de Lomé en 1999, et Yadema avait donné sa parole de militaire qui n'allait pas se présenter. Maintenant, il faut mettre en application ce qui est issu de l'accord cadre de Lomé. Si vous permettez, c'était une petite précision. Yadema avait dit qu'il n'allait pas se présenter et qu'il allait respecter la Constitution. Merci beaucoup. Laquelle Constitution? De 92, dans sa version originale, bien sûr. Maintenant, il faut mettre en application ce qui est issu de l'accord cadre de Lomé. Et après, il y a eu des manœuvres également du même pouvoir actuel
et que les recommandations issues de la COCA de levée n'ont pas été respectées. Et dans la foulée, on voulait organiser des élections. C'est ce qui a obligé l'opposition à boycotter les élections pour la simple raison que ce qui a été conclu entre les acteurs politiques n'est pas respecté par le camp d'en face, qui n'est que le régime séquentenaire auquel nous faisons face aujourd'hui. Donc l'opposition a boycotté. Mais le chef de l'État, c'est là où c'est intéressant. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est présenté en tant que candidat du RPT dans la région de Blita. C'est là où il a été élu en tant que député. Mais il a été le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale en 2002. C'est ce que beaucoup ne savaient pas. Mais c'est cette commission de loi qui a fait la proposition, qui a conduit à la modification de la constitution actuelle. Et cette constitution, non seulement a laissé le boulevard ouvert au chef de l'État de remplir encore pour une troisième fois en 2003, mais au même moment a changé beaucoup de choses, notamment sur les prérogatives du Premier ministre. Et qui aujourd'hui, ça fait que le Premier ministre aujourd'hui n'a plus le pouvoir en tant que tel. Alors que notre système politique, le régime dans lequel nous sommes en réalité par rapport à ce référendum, c'est le régime semi-présidentiel. Ce qui veut dire que le Premier ministre aussi a une force, il a un pouvoir. Il est issu du rang de la majorité parlementaire. Et il a son programme à présenter au Parlement et son camp lui donne option d'aller travailler. Mais aujourd'hui, le Premier ministre, pratiquement, il ne sait pas. On entend sur les ondes, sur l'instruction du chef de l'État. Ça veut dire que finalement, le gouvernement est réduit au minimum au chef de l'État. Donc ça m'amène à faire la conclusion que quand on dit que le chef de l'État a retrouvé une condition, moi je dis que c'est faux. Faure Gnassingbé était dans l'antichambre de son papa, il savait ce qui se passait. Son papa allait partir à un moment où personne n'imaginait que ça serait en 2005. Il a pris les rênes dans les conditions rocambolesques qu'on a tué les gens. Mais lorsqu'on a tué les gens, après qu'il est revenu, il a pris le pouvoir et avec l'accord politique global, je pense que le bon sens voudrait qu'on arrive à respecter ce qui a été dit. Mais retournons un peu en arrière pour voir ce que la CVJ avait fait. Mais les recommandations demandaient à ce qu'on retourne à modifier la Constitution et pour préserver la paix, mettre le pouvoir d'État en jeu. L'article 59 de la Constitution dans son version originelle, le premier alinéa, le deuxième alinéa, qui oblige les populations dans les rues aujourd'hui, c'est en aucun cas ne peut plus de 2 mandats. Puisqu'il y a des mandats remplis, a fait le forcing. Lorsqu'il a donné sa parole de militer en 2003 en présence de M. Jacques Chirac, il a fait modifier la Constitution. Et la Constitution a été modifiée avec la complicité de son fils, Faure Gnassingbé, qui est aujourd'hui au pouvoir. Président de la commission des lois à l'époque. Mais aujourd'hui, il est aux affaires. Il ne voudrait pas modifier la Constitution à ce que le pouvoir d'État soit mis en jeu. C'est là le problème auquel nous faisons face. Il faut avoir l'amabilité, la présence d'esprit pour essayer d'éclairer l'opinion, pour dire en réalité, lorsqu'on est en démocratie, il faut toujours mettre le pouvoir d'État en jeu et qu'après deux mandats, laisser le plancher, quelqu'un aussi viendra faire l'expérience et qu'après avoir assumé la fonction du président de la République, ce n'est pas la fin du déluge. Il y a une vie derrière. C'est ce qu'il faut essayer maintenant de faire comprendre à Faure Gnassingbé et de comprendre qu'après 38 ans de son papa, s'il arrivait à faire 15 ans de plus, mais c'est une grâce. Dieu merci, donc il n'a qu'à céder. Vous savez, lorsqu'on parle de la politique, quand je parlais de réalisme, il faut aller du côté un peu de la souveraineté qui revient au peuple. Vous savez, lorsque M. Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en 2005, en 2010, il y a eu les élections. Il n'a pas fait un passage en force. Il ne l'a pas gagné à la régulière. Il y a eu des élections. Il ne l'a pas en gagné à la 2015, régulière. il y a eu des élections. Et c'est en adéquation avec la constitution togolaise. Maintenant, si nous voulons parler de la question politique, il faudrait aussi que nous nous basons sur des faits que d'aller avec des préjugés. Si aujourd'hui, moi, on me dit que... Non, quand je dis préjugés, si aujourd'hui, on me dit que M. Faure Gnassingbé était dans la chambre et ils ont manœuvré... C'est une réalité. Quand je parle de préjugés, c'est parce que c'est pas M. Faure Gnassingbé. Vous n'allez pas dire qu'à l'époque, M. Faure Gnassingbé, qui était fils de Yadema, c'est lui qui a demandé à ce qu'on conçoive une constitution taillée sur mesure qui puisse l'avantager dans le futur. Moi, c'est la question que moi... En tout cas, c'est la question que moi... je me pose. Et moi, je me dis que si tel est le cas, alors là, M. Faure Gnassingbé, c'était vraiment un dinosaure depuis le passé. Et les Natchaba qui étaient peut-être à l'avant-garde, les Agboumé qui étaient à l'avant-garde même du régime et Yadema n'étaient que des marionnettes de Faure. Si tel est le cas. Non, vous comprenez? Si tel est le cas, donc c'est lui qui leur imposait la démarche à suivre, et c'est lui, et c'est M. Faure Gnassingbé à l'époque qui était un simple député, mais qui essayait de faire tourner la machine. Mais ça, on ne peut pas me convaincre avec ça, parce que je vois un peu la personnalité de M. Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, lorsque en 2014, M. Faure Gnassingbé a senti la nécessité d'amener une loi de réforme constitutionnelle au niveau de l'Assemblée nationale, une loi qui reflète un peu
les préoccupations des Togolais, notamment la limitation des mandats, notamment le vote, en tout cas le scrutin à 2 tours. Et même, il y a eu même des avancées dans le projet de 2014, mais ça a été rejeté par son propre camp. Et si M. Faure Gnassingbé était le Zoro de l'époque, c'est fait à dessein. Mais quand vous parlez de ce fait à dessein, moi je voulais vous dire tout simplement qu'au niveau du système RPT ou bien nous parlons maintenant de UNIR, il faut comprendre qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Et c'est à ce niveau que je demande vraiment à tous ceux qui sont dans ce parti de faire preuve en tout cas d'une certaine aimabilité, d'un certain patriotisme plutôt, aimabilité à l'endroit de notre nation et de patriotisme pour faire un effort pour aller vers l'intérêt général. Laissons de côté les petits calculs. Allons vers des situations qui peuvent sortir notre pays, en tout cas de la situation que nous vivons actuellement. Et sur cet appel que nous avons eu à lancer, que certains acteurs politiques, les journalistes, tout le monde a eu à lancer pour qu'on aille vers le modernisme, cela a amené tout récemment l'exécutif encore, parce que Calasso nous a dit, sous l'instruction du chef de l'État, a envoyé encore un projet au niveau de l'Assemblée nationale. Mais sauf que cette fois-ci, le camp qui devait rejeter ça, pour que cela ne passe pas, ce camp ne l'a pas rejeté, mais c'est l'opposition qui a boycotté la séance. Et finalement, qu'est-ce que ça a donné? Nous sommes retournés encore dans cette situation où on n'a pas les réformes constitutionnelles. Et si on ne sait pas faire, on risque toujours de traîner avec cette constitution que j'appelle à la pantalon Moriba, parce que c'est coupé, taillé à un moment donné de notre histoire, et on n'a plus la vraie constitution que nous avons à l'époque votée, pour laquelle nous avons voté en 1992. Réaction rapidement. Maintenant, ce que nous demandons, je pense que c'est ce que Justin aussi va dire, c'est un sursaut patriotique. Que les Togolais fassent un effort pour qu'on aille de l'avant et qu'on ne laisse pas notre pays à la rapidement. Je crois que nous sommes des faiseurs d'opinion. Et chaque fois, on doit toujours interroger l'histoire. Donc, pour éclairer les antennes de l'opinion. C'est fondamental. Quand je disais tout à l'heure que Faure Gnassingbé était dans l'antichambre de son papa, ça veut dire qu'il savait ce qui se passait. Faure Gnassingbé, à l'époque, en tant que député, n'est pas un député extraordinaire. Non seulement il fait partie du courant politique de son papa, il est le fils également du papa. Il jouait beaucoup de rôles, de missions pour son papa, en même temps député, avant qu'il ne soit par après ministre des Mines et tout. Donc ça, c'est fondamental. Ça, il faut quand même le rappeler. Je ne l'ai pas dit, c'est parce que Faure Gnassingbé savait que quand on modifie la Constitution, il allait bénéficier de tout. Et il a déjà modifié la Constitution pour rempiler pour une 3e fois, pour une 4e fois, pour une 5e fois. Ce qui veut dire que s'il y a des gens encore en vie aujourd'hui, et je serai toujours président si rien n'est fait. On est d'accord. C'est cette précision que je voulais. Non, ça dit que a fait un calcul. Et au même moment où il y a des gens qui faisaient ces calculs, et il y a des gens qui disaient à ses fils que mais quand je quitte le pouvoir, c'est l'un d'entre vous qui allait me remplacer. Et beaucoup pensaient à comment on appelle, c'était non pas Nathiaba, non, le soldat là, Ernest Gnassingbé. Avant que ce dernier aussi, ce qui lui était arrivé, tout le monde le sait, on ne va pas en parler ici. Et après, c'est Faure Gnassingbé, député de la République, et président de la commission des lois à l'époque, qui, ensemble, ont contribué à modifier la Constitution après son papa, le tour de passe-passe, le coup de force. D'abord, le coup d'État constitutionnel, un crime imprescriptible dans la Constitution même actuelle, article 750. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en matière de vacances, il ne faut pas faire le coup d'État. C'est ce qui s'est passé. Ça, s'il y a lieu de répondre, Faure Gnassingbé va répondre à ça. Peut-être aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais l'armée va répondre. Attends, au-delà de tout, qui en est le bénéficiaire? C'est dit à l'époque que ce sont des mesures conservatoires. Qui en est le bénéficiaire? C'était un coup d'État, ça, on n'en parlons pas. Maintenant, on a évolué. On parlait de l'élection qui a été gagnée par Faure Gnassingbé. De quelle façon, tout le monde sait. Je ne voudrais pas faire revenir sur les circonstances dans lesquelles les militaires ont pris les urnes. Et cette image l'a fait le tour du monde. Ça, n'en parlons pas. En 2010, on a vu ce qui s'est passé avec les premiers responsables de CELI qu'on a transporté le Togo 2000 ici. On a vu tout ça en 2015 récemment. 2010, oui. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit aussi, qui est intéressant, sur lequel on doit revenir. Mais quand vous dites que lorsque on a envoyé les tests au niveau du Parlement en 2014, c'était le 30 juin 2014, c'était un projet de loi
Oui. Puisque ce n'était pas une proposition émanant des députés. Voilà. Non, de l'exécutif. C'est ce que je dis. Pour la modification. Pour la modification. Donc, c'était un projet de loi. Oui. Après l'étude en commission, tout, le projet est ramené en plénière. Tout à fait. Il fallait se prononcer. Le constat qui est fait, ou qui a été fait, c'est l'opposition qui a voté le pour et la majorité du président a voté contre. Mais juridiquement parlant, ça doit avoir une conséquence. Puisque la Constitution donne le pouvoir au chef de l'État. Il peut dissoudre comment on appelle, l'Assemblée nationale. Ou bien. Bien sûr. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? C'est là où je suis d'accord avec vous, Daniel. Lorsque vous faisiez cas de dessin, ça a été fait à dessin. Bravo, vous avez compris. Parce que non, c'était une réalité. C'était une réalité. Donc c'est pour dire tout simplement, tout ce qui se fait là, ce n'était que du cinéma. Mais par rapport au projet de loi qui devait être envoyé au référendum, mais quand vous prenez notre constitution, vous comparez la version originale de 92 par rapport à l'actuelle, je faisais cas tout à l'heure par rapport à la mission, au rôle qui est dévolu à l'exécutif au Premier ministre. Mais c'est complètement charcuté, ça n'existe pas, inexistant. Maintenant, si vous avez l'intérêt, vous avez la volonté véritablement de redonner ce pouvoir au Premier ministre, à défaut d'avoir un régime, comment on appelle, présidentiel, voilà, ou régime parlementaire rédigé en bonne et due forme par une constituante, à travers une constituante, mais ramener au moins cette disposition pour que les textes soient quand même, ne seraient que 10 ou 15. Là, on parle peut-être d'une véritable modification. Voilà. Mais on ramène un texte, on dit le mandat est limité à 2. Voilà. On ne veut pas ajouter le deuxième alinéa qui suppose qu'en aucun cas, l'une ne peut plus de mandat. Voilà. On dit vous allez faire le 2 tours. Et l'autre version qui dirait, on dit voilà, on va limiter le mandat des députés, autres là. Voilà. Non, moi je pense qu'il est grand temps qu'on puisse aller vers de l'avant. Mais ce qui me choque un tout petit peu, c'est parce que je dis quelque part, beaucoup pensent à leur intérêt. Non, c'est dit. Et quand on raconte n'importe quoi, on demande à l'opposition si vous voulez le pouvoir d'aller chercher des armes. Et c'est un ministre de la République, c'est moi qui l'a dit. Et quand un ministre comme Ouroukura Agadazi, dans une de ses sorties, traite une formation politique légalement constituée de djihadistes, et des trucs comme ça, ou d'autres qui disent que si vous voulez, le pays va brûler, le pays va brûler pour nous. Tout ça c'est dans le camp du régime, du camp du pouvoir. Moi, je pense que ça fait très mal. Pensons à l'intérêt général du pays et pensons à ce que si quelqu'un arrive à faire un certain nombre d'années de mandat à la tête du pays, qui puisse partir. Je pense que dans le parti présidentiel aujourd'hui uni, les têtes sont là. En dehors du chef de l'État, il y a encore d'autres qui sont capables de diriger ce pays. Ce n'est pas le parti qui pose problème. En tout cas, le problème aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. Mais en réalité, parce que quelqu'un qui ne sont pas à faire, nous ne sommes pas dans une monarchie. Donc, Uni peut prendre... C'est pas refusé. Est-ce que quelqu'un a ouvert un débat autour pour dire que Uni n'a plus le droit de présenter un candidat? Non. Le débat aujourd'hui, mais quand vous rencontrez je sais pas, le peuple lambda, vous posez la question, on dit, mais à un moment donné, le pays n'évolue pas. Au moins, si c'est une famille qui prend le pouvoir et le pays en otage et que au moins ça évolue... Est-ce que même si Uni prenait le pouvoir, ça ne reviendrait pas à maintenir le même système? Mais attention, le débat ne serait autre chose. Voilà. Quand on organise une élection aujourd'hui à la régulière, quelqu'un comme dans l'Uni, quand les élections comme l'Uni aime dire qu'il a le peuple avec lui, si Uni gagne les élections à la régulière, je dis bien à la régulière, avec des institutions crédibles, mais qui va créer un scandale? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, il y a des gens qui sont autour du chef de l'État qui profitent beaucoup, ils ne veulent pas qu'il parte. Et on a mis le pays en genoux en tant que Togolais. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi le temps pour dire que ça ne peut pas continuer. Voilà, rapidement, on va conclure avec Ibrahim. C'est la question de l'avenir du pays qui nous préoccupe. Et je pense que tout jeune Togolais est en train de voir l'avenir vraiment pas, en tout cas, sous de bons auspices, voilà. Autant pour moi, parce qu'il faudrait quand même libérer l'avenir maintenant, faire en sorte que la jeunesse se retrouve, faire en sorte que les conditions, en tout cas au niveau des hôpitaux, soient améliorées, faire en sorte qu'au niveau des écoles, l'école togolaise retrouve ses marques, que dans les universités, les étudiants puissent aussi s'épanouir et avoir les conditions assez acceptables et au finish, voir comment recréer la richesse dans notre pays. Et tout ceci doit passer par des institutions fortes et c'est à cela que nous appelons notre pays. Merci à vous Ibrahim Acha d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ça se passe très bien au sein de la rédaction, oui, ça va. Sauf qu'il n'y a pas assez de financement. Oui, mais nous nous battons. Vous savez que quand vous êtes, vous vous placez un peu au milieu, vous ne voulez pas heurter les susceptibilités et être vraiment un journal indépendant, totalement